Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Neon Info pour décryptage. En pleine guerre, le département d'État des États-Unis a officialisé le 28 juin dernier l'entrée en vigueur de ces sanctions pour une durée d'au moins un an. Les sanctions américaines infligées au gouvernement soudanais impliquent l'arrêt de toute vente d'armes au gouvernement du pays, le refus d'une ligne de crédit ou l'exportation de technologies de pointe. En revanche, les sanctions ne toucheront pas l'aide humanitaire d'urgence ni les produits agricoles. Maman Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Et face à la guerre au Soudan, vous avez toujours appelé à des sanctions fortes visant les deux généraux. Comment appréciez-vous cette démarche des États-Unis aujourd'hui d'imposer des sanctions au Soudan? C'est ce qu'il fallait faire depuis fort longtemps et ce qui n'a pas été fait. Et les sanctions américaines ne suffiront pas malheureusement. Parce que les deux camps ont des alliés à travers les Émirats arabes unis, à travers l'Égypte, à travers un certain nombre de pays, puisque chacun a quelque chose derrière lui qui lui permet d'alimenter cette guerre, parce que les sanctions, le premier rôle des sanctions devrait être de pouvoir tarir le commerce des armes. Parce que quand on n'a pas des armes, quand on n'a pas de munitions, on ne peut pas continuer la guerre. Il fallait donc une synergie dans la prise des sanctions. Bien sûr, il fallait une synergie à défaut de prendre, parce que ce qu'il faut, c'est de prendre les deux généraux, de mettre dans une cage et de les laisser se battre. Comme ça, les Soudanais vont pouvoir vivre ensemble et s'asseoir pour décider de comment ils vont organiser leur avenir. Donc les sanctions américaines ne seront pas suffisantes. Les sanctions américaines sont curieuses également, parce que moi, j'y crois pas. Je m'étonne que les Américains, tête de file du terrorisme d'État dans le monde, se mettent à sanctionner des gens. Mais c'est eux qui sont les complices du génocide au niveau de Gaza. C'est eux qui empêchent qu'Israël soit sanctionné. On se rappelle ce qu'ils ont fait à Guantanamo. On se rappelle ce qu'ils ont fait en Irak. Ils n'ont jamais été sanctionnés parce qu'ils protègent tout le temps leurs soldats pour qu'ils ne soient pas sanctionnés. Mais il faut que les Américains comprennent que le monde ne leur appartient pas. Et c'est là où ça pose problème. Ils ne peuvent pas se décider de se lever, de sanctionner là où ils veulent, de ne pas sanctionner là où ils veulent, et de vouloir que la communauté internationale les suive. Et ça fera partie de ce qui fera que ces sanctions ne vont pas véritablement résoudre le problème. Quoique limiter ces sanctions américaines, selon vos analyses, mais surtout qu'elles doivent durer moins d'un an, quel impact ça peut avoir sur la dynamique du conflit actuel? En fait, de façon générale, au niveau de la communauté internationale, des Nations Unies, etc., quand on sanctionne, on donne un délai. Les sanctions sont renouvelables. Donc pendant ce délai, on donne à la personne, au groupe ou au pays qui a été sanctionné, la possibilité de venir respecter en principe ce qu'on appelle le droit international. Et quand c'est fait, les sanctions sont levées. C'est pourquoi ça donne des périodes. Les périodes peuvent être courtes en espérant que les personnes vont réagir rapidement, ou bien beaucoup plus longues quand on a l'impression que ces gens ne risquent pas de réagir du jour au lendemain. Et la décision ne va pas toucher l'aide humanitaire ou encore les produits agricoles. Est-ce une stratégie efficace? Oui, stratégie efficace, je ne suis pas encore sûr, parce que le problème au Soudan, ce n'est pas la disponibilité de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire est disponible. Ça passait par Port-Soudan, qui malheureusement a commencé à être bombardé par les FSR, de sorte que pendant longtemps, les humanitaires ont réclamé des couloirs pour que les populations en difficulté puissent recevoir l'aide humanitaire. Ces couloirs ne leur avaient pas été accordés. Il y avait un deuxième élément, il fallait sécuriser l'aide humanitaire, parce que les militaires également qui sont en guerre, la guerre, le ravitaillement en fait partie. Et quand on les laisse faire, ils vont se ravitailler sur la base de cette aide humanitaire-là. Ces deux éléments font que les populations soudanaises aujourd'hui rencontrent des difficultés. Et quand on sanctionne, c'est là où ça crée souvent des difficultés. Les sanctions ne touchent pas véritablement les personnes visées, et des populations qui ne sont pas nécessairement concernées payent les pots cassés au niveau de ces sanctions. C'est bien qu'ils aient précisé que ça ne concerne pas ces produits agricoles, ça ne concerne pas l'aide humanitaire, mais pour le moment, l'aide humanitaire a des difficultés à accéder aux populations qui en ont besoin au niveau du Soudan par la faute de ces deux généraux. La guerre continue. Peut-on envisager que ces sanctions renforcent ou au contraire, compliquent la recherche de solutions, de voies diplomatiques pour résoudre ce conflit? En fait, les sanctions sont nécessaires pour faire bouger le côté diplomatique. Puisque depuis le début de cette guerre, c'était curieux, tous les analystes étaient d'accord qu'aucun de ces deux généraux ne prendra l'initiative pour une paix. Parce que dès le départ, tout le monde avait compris que chacun avait pour objectif
la destruction de l'autre pour prendre le pouvoir lui seul. Ils ne sont pas disposés à partager le pouvoir. Alors que quand on parle de négociation, une négociation entre ces deux généraux ne peut qu'aboutir à un partage du pouvoir. Mais quand de part et d'autre, personne n'est disponible à ce partage du pouvoir, mais cela veut dire que s'il n'y a pas de pression et des pressions suffisamment fortes, ces deux personnes ne vont jamais ramener la paix au Soudan. Mais il n'est pas normal que la communauté internationale laisse deux généraux irresponsables mettre 13 millions de Soudanais dans une situation d'incertitude parce qu'il y a 13 millions de déplacés. On ne connaît même pas encore le nombre de morts parce qu'il faut que la guerre finisse pour qu'on connaisse le plus souvent à peu près il y a eu combien de morts. Les blessés et les destructions, on n'en parle pas. Mais malheureusement, cette communauté internationale n'a plus de crédibilité et ne représente plus grand-chose. Je ne parle pas de l'Union africaine parce que cette guerre se passe quand même sur le continent africain. Nous devrions être les premiers à être sensibles à la difficulté que vivent nos frères africains. Nous devons être les premiers à venir sur le terrain à essayer de trouver une solution, y compris en participant aux sanctions contre ces deux généraux pour que les Soudanais puissent continuer à vivre dans des conditions meilleures que ce qu'ils vivent actuellement. Et la guerre au Soudan dure depuis plus de 2 ans. À quoi peut-on s'entendre comme effet à court ou à long terme par rapport aux sanctions prises? À court terme, si les sanctions marchent, c'est-à-dire si les Américains font pression sur d'autres qui sont les alliés des deux généraux, on peut penser qu'il y aura moins de matériel militaire. Mais il faut faire attention. Nous sommes en Afrique. Le matériel militaire ne passe pas officiellement tout le temps par les États. On connaît ce qu'on appelle des marchands d'armes, dont certains même sont recherchés aujourd'hui, bien connus, bien recherchés à travers le monde, qui par des voies détournées peuvent vendre des armes. Parce que le marché des armes est un marché qui est particulièrement juteux. Donc les sanctions ne vont pas tarir l'approvisionnement en armes et en munitions, sauf bien sûr s'il y a une très forte solidarité. N'oublions pas que le Soudan, à part Port-Soudan, si vous regardez, le pays est entouré par un très grand nombre de pays. Mais quel pays? La Libye. La Libye ne peut pas sanctionner le Soudan. Et la Libye est un très bon chemin par lequel on peut s'approvisionner en armes, puisque la Libye n'est pas dans la stabilité, les armes circulent. La République centrafricaine, c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour aller vers la paix, mais ce n'est pas réglé. Mais c'est ça qui fait que les sanctions vont être extrêmement compliquées, parce qu'il y a des zones où, quand vous parlez de sanctions américaines, les gens ne s'intéressent pas du tout à qui a été sanctionné ou pas par les Américains. C'est le commerce des armes qui les intéresse pour avoir du profit. Les personnes qu'on tue, ce n'est pas du tout leur souci. En dehors des armes, en 2016, Amnesty International avait déjà accusé les forces armées soudanaises d'avoir mené au moins 30 attaques chimiques dans la région du Darfour. Oui, ce n'est pas la première fois que l'armée soudanaise officielle est accusée d'utiliser des armes chimiques, en particulier le chlore sous forme de gaz. D'ailleurs, c'est ça l'accusation des Américains actuellement, bien que dans cette accusation, vous avez cette curiosité américaine qui revient. On ne nous a pas dit c'est où, on ne nous a pas dit c'est quand. On nous a dit en 2024. Bon, moi j'ai de plus en plus des problèmes quand les Américains disent quelque chose de prendre. Je préfère qu'on me mette quelque chose sous la main pour que je sache de quoi on parle. Quand il s'agit de Amnesty, Amnesty avait été très clair sur ces 30 attaques qui avaient à l'époque même soulevé le tollé et avait amené les gens à réclamer que la CPI s'occupe de cette question. Mais n'oublions pas qu'auparavant également, en 1999, il y a une usine pharmaceutique du Soudan qui avait été bombardée encore une fois par les Américains, qui disait que c'est une usine qui fabriquait des armes chimiques qu'on allait mettre à la disposition des terroristes, en particulier Al-Qaïda avec Ben Laden à l'époque. Pour ce bombardement également, jusqu'à aujourd'hui, les Américains n'ont jamais montré la preuve que cette usine pharmaceutique fabriquait des bombes qui ne sont pas conventionnelles. Mais ça fait que aussi, quand les Américains sanctionnent, beaucoup de gens deviennent réticents à suivre ces gens qui, quand ils veulent, sanctionnent, quand ils veulent, bombardent, et quand ils veulent, ils sont eux-mêmes les premiers à être hors la loi en ne respectant pas ce droit international qui demande aux autres de respecter. Pour rappel, le conflit soudanais oppose depuis avril 2023 l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Adan Daglo alias Ameti. Et le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, déraciné de plus de 13 millions de personnes et provoqué des déplacements en interne selon un rapport de l'ONU et ce conflit est
est en tout cas considérée comme une des pires crises humanitaires dans le monde à l'heure actuelle. Mais oui, c'est une des crises humanitaires puisque c'est une guerre civile. Et les guerres civiles, souvent, sont beaucoup plus destructrices. Parce que ça laisse des traces également en termes d'appartenance, puisque on parle de génocide dans certaines zones, on dit qu'on s'est attaqué à tel groupe, etc. Ça enracine un problème qui ne sera pas fini le jour où on va dire qu'il y a un cessez-le-feu. L'autre élément, 13 millions de personnes déplacées. Vous imaginez, ça dépasse la population du Togo et largement. Mais ces personnes déplacées ne peuvent plus mener leur activité habituelle. Quand tu tombes malade, tu ne peux pas te soigner. Les hôpitaux d'ailleurs ont été bombardés par les deux camps. Tu veux trouver de la nourriture, c'est un problème. Même quand tu as de l'argent, tu auras des problèmes pour trouver de la nourriture. À un certain moment, les gens étaient là, ils ont de l'argent à la banque, mais tu ne peux pas aller dans la banque pour prendre de l'argent. Les distributeurs de billets ne marchent pas. Mais est-ce que les gens regardent ce que ces populations vivent à cause de deux généraux irresponsables? Et je crois que c'est là où, s'il faut parler de droit international humanitaire, c'est ici qu'on devrait voir l'importance et l'utilité du droit international humanitaire, où il fallait forcer les deux généraux à accepter que les populations qui ne sont pas dans la guerre, ce ne sont pas des militaires, ils ne sont pas concernés par la guerre, ils ne doivent pas être ceux qui subissent le plus les conséquences de cette guerre, parce que les militaires, ils s'approvisionnent, ils se débrouillent pour pouvoir continuer à vivre. Ils ne s'approvisionnent pas seulement en armes, mais c'est en vivre également pour pouvoir continuer la guerre, et les populations sont restées laissées en rade. Et c'est pourquoi on parle de catastrophe humanitaire extraordinaire, parce que 13 millions de déplacés, mais imaginez s'il faut les nourrir, ce que ça coûte. Les sanctions américaines au regard de l'ampleur du conflit soudanais et ses conséquences, est-ce qu'ils auront de réels impacts? Je trouve que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas les Américains seulement qui devraient sanctionner, à mon avis, si l'on veut obtenir le plus rapidement une solution, parce qu'on est face à une urgence. Bon, quand on parle on leur donne du temps. Eux, ils peuvent avoir le temps. Mais ces populations en souffrance, mais elles en ont marre. Elles n'ont pas ce temps d'attendre l'effet des sanctions. Elles ont besoin immédiatement d'un résultat, leur santé, leur alimentation, leur sécurité. Et ça ne peut pas attendre. Et c'est pourquoi les sanctions américaines ne sont pas du tout suffisantes. Peut-être Trump est en train de surfer encore sur son prix Nobel de la paix. Je me dis qu'il faut peut-être créer un prix Nobel de la guerre, lui donner, parce que moi je ne serais jamais d'accord qu'on lui donne un prix Nobel de la paix, parce qu'il fera la même chose. Il va essayer de trouver un accord pour dire que j'ai réglé le problème, alors que dans le fond, le problème n'est pas réglé. L'aide humanitaire va se poursuivre. Qu'en est-il de garanties de sécurité pour les populations déplacées surtout? L'aide humanitaire ici rencontre deux problèmes. Un problème qui était déjà là. Toute une bonne partie de l'aide humanitaire aujourd'hui est orientée plutôt vers l'Ukraine. Puisque quand on est dans la zone occidentale, c'est comme si la valeur humaine est plus importante que quand on n'est pas dans la zone occidentale. Le deuxième problème, vous avez les États-Unis qui font partie de ceux qui apportaient quand même une part non négligeable de l'aide humanitaire à travers le monde, avec ce même Trump qui a coupé les ponts pour une bonne partie de cette aide. De sorte que ce qui est disponible n'est pas suffisant. Et ce qui est disponible, on a toutes les difficultés à cause de l'insécurité à faire en sorte que les populations puissent accéder à cette aide qui est déjà disponible. Et c'est pourquoi je parlais d'urgence. L'urgence se trouve ici. Comment faire pour que la famine ne s'installe pas de sorte qu'on nous montre encore des squelettes avant que les gens ne se décident à réagir de façon forte. C'est maintenant qu'il faut réagir de façon forte en anticipant pour que ceux qui cultivaient, ceux qui élevaient puissent retourner à leurs activités. Parce que cela est plus efficace que l'aide humanitaire qui, à un certain moment, ne pourra pas continuer s'il faut le faire pendant plusieurs années. Et pour terminer, ces sanctions annoncées par les États-Unis sont un soulagement pour les Soudanais? Pour les Soudanais, ça va être un soulagement en espérant que ça soit un point de départ pour une désescalade, pour un recul de la part des deux généraux. Mais s'il n'y a pas de recul de la part des deux généraux, parce que si vous regardez les sanctions, s'ils parviennent à contourner le côté militaire, le reste des sanctions, c'est l'affaire des populations. Quand les Américains disent qu'ils ne vont plus investir, mais personne n'investit dans un Soudan qui est en guerre actuellement. S'ils retiennent leurs investissements, ça ne change absolument rien au niveau de la vie des Soudanais, parce que ce que les gens veulent d'abord, c'est de rentrer chez eux. Si c'est resté, puisque leurs maisons ont déjà été détruites par les bombardements entre les deux camps. Donc c'est important qu'on résolve d'abord cette question humanitaire. La détresse humaine, on ne doit pas la laisser continuer comme on est en train de le faire actuellement au niveau du
du Soudan. Merci, Mohamed Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.